Bonsoir, merci d'être resté jusqu'à cette heure tardive. Donc, je vais vous parler de mon dernier livre. Je vais un petit peu revenir sur la présentation, juste pour bien parler bien expliquer d'où je parle et comment je travaille, parce qu'en fait c'est très important, vraiment sur ces questions, je dirais aussi d'islamisation, radicalisation, puisque ce sont des sujets qui sont excessivement parlés. Et en fait, sur les sujets excessivement parlés, tout le monde parle, tout le monde a une opinion, mais très souvent on ne sait pas vraiment d'où parlent les gens. Et sur ces sujets-là, très souvent, en fait, on parle plus de soi ou de son rapport en fait, à l'objet que de l'objet en lui-même. Alors, sur ces questions de banlieue, de jeunesse, comme il a été dit, en fait, ma première rencontre avec ce qu'on peut appeler le terrain, un petit peu dans le jargon sociologique, ça a été en 2005. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2005, c'est l'année des fameuses émeutes de banlieue. Alors, on peut mettre plein de guillemets sur le terme émeute. En tout cas, ce fameux moment où, à la fois, il y a comme ça une violence urbaine qui apparaît, en tout cas qui apparaît au niveau médiatique, et puis, je dirais aussi au niveau politique. C'est-à-dire, c'est vraiment à partir de 2005 que la question du jeune de banlieue, entre guillemets, comme topos politique, devient un sujet qui fait l'agenda et qui a fait les élections. Alors, moi, c'est à ce moment-là que j'arrive donc en Seine-Saint-Denis en tant que prof. Donc, à l'époque, je suis nommé comme prof de SES en lycée. Alors, j'avais demandé à être titulaire sur zone de remplacement. Alors, s'il y a des profs dans l'assistance, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un indicateur sociologique d'être titulaire sur zone de remplacement. Ça veut dire que vous allez là où les collègues ne se pressent pas vraiment au portillon pour aller. Donc, en gros, vous allez dans des villes et dans des endroits qui sont, pour le dire très clairement, stigmatisés. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, j'ai bougé chaque année, puisque chaque année j'avais un nouveau poste, en Seine-Saint-Denis, donc dans différentes villes, et c'est comme ça que j'ai eu un premier contact avec ce qu'on appelle la banlieue, ces jeunes, et avec plein d'insatisfactions, je pourrais dire, qui ont nourri progressivement mon envie en fait, de travailler sur ces questions. Alors, pour le dire très très vite, j'ai souhaité enquêter pour déplacer plusieurs choses. Déplacer déjà, je dirais, le regard médiatique, mais aussi ce que pouvait raconter une grande partie des sciences sociales à l'époque sur ces questions de jeunesse, de banlieue, qui ne me semblaient pas complètement raccord avec mon expérience de prof ou de jeune prof. Donc il y avait cette première envie. Voilà, j'avais le sentiment que finalement, ce dont on parlait n'était pas exactement ce que j'observais. J'avais aussi une insatisfaction sur mes propres prénotions à moi, c'est-à-dire que j'avais bien le sentiment que ce que je pouvais vivre et ce que je pouvais observer n'était que très partiel en fait finalement, et j'étais aussi à l'époque très gêné par une certaine représentation de la jeunesse des quartiers via le prisme des profs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un film qui avait fait beaucoup parler en 2008, donc on est dans la même focale historique, qui est Entre les murs. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est pas anodin Entre les murs, c'est quand même la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008, donc ça représente quelque chose au niveau de notre conscience collective. Et moi, c'est un film qui est tiré d'un livre, qui m'a gêné. Pas tant le film en tant que tel, parce qu'un film c'est toujours, après tout, un regard subjectif, etc., mais la réception de ce film. C'est-à-dire que la réception de ce film, c'était, vous voyez, qui sont ces jeunes ou comment se comportent ces jeunes. Alors que qu'est-ce que raconte ce film? Il raconte le comportement de certains jeunes devant un certain prof, et surtout sur une scène sociale très particulière, qui est la salle de classe. Et moi, en tant que prof, je voyais bien mes élèves se comporter d'une certaine façon au sein de la salle de classe et du milieu scolaire, mais j'avais bien le sentiment aussi que toute une partie en fait, de leur vie sociale en fait, m'échappait, et que moi aussi j'avais ce regard un petit peu biaisé. Donc
le premier geste, si vous voulez, pour moi, de passer à l'enquête, pour le dire très simplement, c'est d'essayer d'observer, de comprendre et de voir mes élèves d'une autre manière et sur d'autres scènes. Sachant que, pour le coup, moi, je les avais vus se comporter d'une certaine façon sur la scène scolaire. Et donc, un premier déplacement de focale, si vous voulez, qui consiste à regarder comment on se comporte voilà, dans des endroits différents. D'ailleurs, ce qui m'a, et c'était mon premier livre qui s'appelle Des capuches et des hommes, ce qui m'a permis de repenser aussi moi-même mes propres notions, et même parfois à l'envers par rapport aux clichés qu'on peut avoir. Bon, on a très souvent le cliché du jeune garçon banlieusard qui serait un délinquant, etc. Bon, dans mon premier livre, l'idée c'était de travailler cette question-là. Donc ce livre s'appelle Des capuches et des hommes, mais de le travailler un peu à l'envers, c'est-à-dire que dans ce livre, on voit le portrait dans la durée de 3 garçons qui passent par des phases de délinquance juvénile, qui étaient des élèves à moi, mais dont je ne pouvais pas soupçonner qu'ils puissent être délinquants. Je m'explique. C'est-à-dire que sur le jeu en classe, sur le jeu de la scène scolaire, c'était plutôt des garçons qui me donnaient des gages de bonne volonté scolaire, pourrait-on dire, si on parlait comme Bourdieu et Passeron. En tout cas, qui me donnaient des signes de « j'ai envie d'y arriver à l'école ». Ça ne veut pas forcément dire que c'était des excellents élèves, que c'était des excellentes notes, mais on jouait le jeu et j'avais pas je vais pas y arriver, c'est trop tard. En tout cas, j'avais pas de situation spécialement conflictuelle avec ces jeunes, même si l'un de ces 3 jeunes, pour le coup, était en phase de déscolarisation et ne venait plus dans les autres cours, mais pour des raisons X et Y, continuait de venir à mes cours. Et en fait, moi-même, j'étais pris par ce regard un petit peu, où finalement on classe les gens dans des catégories sans toujours s'en rendre compte. Je ne pouvais pas imaginer que ces 3 garçons-là qui jouaient tant le jeu scolaire avec moi et montraient tant d'appétence finalement pour ce qui se joue à l'école, eh bien, puissent aussi, et au même moment, mais dans d'autres endroits, qui vendent de la drogue, qui voler des GPS dans des voitures, etc., etc. Et du coup, les oppositions un petit peu factices du type les étudiants contre les délinquants, la rue contre l'école, eh bien tout ça, comment dire, vole assez rapidement en éclats et nous permet d'observer d'autres choses. Dernier point, donc je n'arrive toujours pas au livre pour lequel j'ai été invité, dont je suis censé vous parler, mais je pense que c'est vraiment important de vous dire un petit peu comment je travaille, mais je vais y arriver, et pourquoi je suis arrivé aussi à ce sujet de la radicalisation, parce que c'est aussi un sujet qui est devenu vraiment un sujet opportuniste, médiatique, et je tiens aussi à expliquer le chemin qui m'a conduit aussi vers cette question-là, qui est à la fois un chemin d'enquête et un chemin personnel. Et donc, deuxième déplacement de focal, j'ai dit un déplacement observé en fait finalement des individus sur des scènes sociales différentes, mais aussi, et là c'est un déplacement peut-être plus original, entre guillemets, un déplacement dans le temps. C'est-à-dire, c'était l'idée pour moi de suivre mes anciens élèves, et puis ensuite qui m'ont fait rencontrer plein d'autres personnes, jeunes et moins jeunes, dans le temps. Et cette focale du suivi longitudinal est extrêmement importante parce que ça déplace les questions. Alors, sur le premier livre dont j'ai parlé, sur la question de la délinquance, ça déplace les questions vraiment d'un point de vue majeur. Parce que quand vous regardez la question de la délinquance juvénile, qui existe dans les quartiers populaires, je ne suis pas en train de tenir un discours, comment dire, naïf, de béni oui, etc. Mais quand vous prenez la focale temporelle, qu'est-ce que vous observez? Vous observez des entrées et des sorties de délinquance. Et quand vous regardez les choses de façon un petit peu trop rapide au niveau du temps, vous regardez les stocks, donc c'est un peu la différence entre les stocks et les flux, mais en fait, le fait majoritaire, si vous regardez les flux, c'est qu'on entre et on sort. Et donc, la vraie question, c'est pas tant de décrire qui sont ou que font ces caïras de banlieue, mais pour moi, c'était plus intéressant dans mon premier livre de montrer qu'est-ce qui fait qu'on entre à un moment donné dans une phase de délinquance juvénile masculine, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'on en sort, puisque, j'insiste,
c'est le fait statistiquement majoritaire. Cette question de l'entrée et de la sortie. Alors, je mettrai tout à l'heure des bémols sur cette idée de majoritaire, parce que les choses peuvent aussi un petit peu bouger, et j'essaierai d'expliquer quand je parlerai du troisième livre. Voilà, et puis pour aller très très vite, toujours sur la question temporelle, mon deuxième livre qui s'appelle Jeunesse française, Bac plus 5 Méline banlieue. Alors là, c'était plutôt sur une autre thématique, on va dire la thématique des études supérieures, de la mobilité scolaire, de la mobilité sociale. Observer en fait le parcours de jeunes étudiants de milieux populaires, issus d'immigration, dont les parents n'avaient pas fait d'études. Une fois qu'ils ont eu le bac, sachant qu'obtenir le bac, c'était déjà par rapport à la trajectoire familiale un véritable succès, mais ce chemin en fait très invisibilisé, on parle beaucoup des délinquants, de ceux qui basculent aujourd'hui dans l'action terroriste, en tout cas dit terroriste, on pourra discuter sur les termes, mais on parle très peu aussi de ces jeunes qui font des études longues et qui sont de plus en plus nombreux, et on se targue toujours de la République, mais après tout, qu'est-ce que c'est que la République en acte, si ce n'est le parcours de ces jeunes qui partent peut-être d'un peu plus bas que les autres et qui avancent dans la vie, notamment avec. Et donc là, j'ai suivi, donc c'est un suivi qui est étalé entre 5 et 8 ans, selon les enquêtés, mais de suivre donc, au plus court pendant 6 ans, mais au plus long pendant 8 ans, ces trajectoires longues d'étudiants, de jeunes étudiants. Alors, je le dis tout de suite, ce type d'enquête, de suivi longitudinal long, il est assez original. Alors, c'est pas pour me dresser des fleurs, mais c'est-à-dire que ça implique effectivement de travailler dans un temps très long qui n'est pas, en fait, le temps académique, qui n'est pas le temps médiatique, qui n'est pas le temps politique, mais, et ça j'en suis, plus le temps passe et plus j'en suis convaincu, qui est aussi fondamentalement le temps social. On peut le dire très très simplement, mais sur des phénomènes aussi complexes que des phénomènes dits de radicalisation, de délinquance, mais aussi d'études et de mobilité sociale, eh bien, vous avez affaire à des processus qui sont lents, et qui sont longs à s'implémenter. Et si par exemple dans le livre qui s'appelle Jeunesse française, vous regardez chaque parcours de chaque étudiant, alors ils sont 21 dans le livre, eh bien, vous allez voir que 1 an après le bac, 2 ans après le bac, 3 ans après le bac, selon le moment où vous arrêtez, le moment où vous regardez, vous pouvez regarder chaque individu, et en fonction du temps où vous arrêtez, vous allez pouvoir dire, eh bien en fait, telle personne est en échec ou en réussite. Et du coup, cette notion aussi d'échec, de réussite, ce temps aussi nécessaire de l'ajustement à des univers sociaux qui ne sont pas les univers dans lesquels vous avez grandi, etc., eh bien, il se compte en années. Et ça fait des différences majeures dans ce qu'on observe. Donc, ce déplacement-là est important. Alors, ça, je dirais, c'est... on arrive au troisième livre, ne vous inquiétez pas, je n'y arrive pas encore, mais on va y arriver. Ça, on va dire que c'est une première partie de mon travail de terrain, d'enquête, une partie Seine-Saint-Denis, où je suis des individus pendant de nombreuses années, et évidemment, suivant des individus, on rencontre des lieux, des situations, d'autres individus, et c'est une première partie, je dirais, de mon travail d'enquête, côté Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la géographie parisienne, mais voilà, on va dire la banlieue plutôt côté nord par rapport à Paris. Ensuite, c'est joué 2015. 2015, on a tous été touchés, plus ou moins personnellement, en tout cas tous collectivement, par ce qui s'est passé, cette, je dirais, double rafale et cette janvier-novembre, ce qui se passe en 2015. Donc, janvier 2015, je commence à me poser un certain nombre de questions.
sur ce qui se joue. Pourquoi? Parce que, évidemment, que la question de la religion, la question de la violence, alors je ne fais pas d'équivalence entre violence et religion, mais des questions qui sont émergées et qui ont émergé dans le débat public en 2015, c'est évidemment des questions et des phénomènes que j'avais déjà observés de par mon travail de terrain, mais que je n'avais pas forcément traité en propre, même si, en fait, par exemple, la question de la religion a de l'importance, on se posait la question de pourquoi l'importance de l'islam chez les jeunes du quartier populaire était déjà très présent dans mes ouvrages précédents, enfin dans mes 2 ouvrages précédents, il y a déjà beaucoup question d'islam, parce que l'islam est là, il fait partie de la vie sociale de ces jeunes, et il y a tout un tas de raisons qui peuvent l'expliquer. Mais voilà, je commence à interroger un petit peu mon terrain, parce que j'ai cette envie de comprendre. Et puis, ce qui va un peu changer les choses pour moi, c'est avec le 13 novembre 2015, puisque, en fait, le 13 novembre 2015, par un concours de circonstances plus gros que la vie, mais chose qui arrive parfois, je suis invité avec un ami et collègue qui s'appelle Jérôme Truc. Alors, vous connaissez peut-être Jérôme Truc, qui est sociologue au CNRS. Il a écrit un livre que je vous conseille, qui s'appelle Sidération, une sociologie des attentats. Et lui a travaillé, mais depuis longtemps, sur, en gros, la réception des attentats islamistes dans les sociétés occidentales. Que nous font, à nous, collectivement, ces attentats. Et lui, il travaille depuis longtemps sur ces questions-là, puisqu'il a travaillé sur les messages de réception, enfin, sur la réception des messages de réaction aux attentats à New York pour 2001, et puis à Londres et à Madrid pour les attentats plus sur la séquence des années 2000. Et en fait, on est tous les deux invités par une association d'habitants à Grigny. Je ne sais pas si vous connaissez Grigny de nom peut-être. Grigny, en fait, pour le dire, peut-être pour synthétiser le contexte, c'est la ville la plus pauvre de France. Vous avez plus de 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et ça c'est pour la population recensée, mais si on prend l'ensemble de la population qui ne rentre pas dans tous les chiffres, on est sur des taux beaucoup plus élevés. Donc c'est une ville très pauvre, et surtout il y a quelque chose qui a marqué Grigny et les Grignois, c'est Amédi Coulibaly, donc si vous vous souvenez, le tueur de l'hypercachère de janvier 2015, qui est un enfant de Grigny. Et si vous voulez, ce moment de janvier 2015, pour les Grignois, était un petit peu une sorte de double peine, et même presque de triple peine. Double peine parce que la peine collective et nationale de faire face à cette horreur. Et puis la deuxième peine, c'est un garçon du coin qui a fait ça, et quelqu'un qui était connu, enfin, voilà, un gars du coin que beaucoup de gens connaissaient. Et aimait aussi, et ça il faut le dire et il faut pouvoir l'entendre. Et puis justement, troisième peine, quelque part, la difficulté et l'impossibilité de parler de cette forme d'incompréhension vécue au niveau individuel, d'avoir le sentiment d'avoir vécu avec quelqu'un qu'on n'a pas peut-être compris. Et donc, avec Jérôme, on est invité par une association, enfin un collectif d'habitants, qui a recueilli des messages si vous voulez, juste après les attentats de janvier, ils ont collecté des centaines de messages de manière complètement informelle, en fait, sur le parvis de la gare, dans la rue, pour que les Grignois puissent exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur à ce moment-là. Ils ne savaient pas trop quoi faire de ces messages. Janvier 2016 allait arriver, ils voulaient faire une manifestation de commémoration et travailler un peu sur cette matière, si vous voulez, et par des canaux divers, nous ont contactés et on est venu pour les entendre, les écouter, voir ce qu'ils avaient, en curieux, quoi. Et c'est le 13 novembre 2015 qu'on se rend à Grigny. On passe l'après-midi ensemble, on se dit beaucoup de choses, en tout cas moi, et enfin, tous les deux, on entend des choses qui nous interrogent. Dans cet après-midi-là, j'entends parler beaucoup de Amédi Coulibaly, mais de manière un petit peu différente. Moi, j'avais juste des informations que j'avais pu connaître en lisant la presse.
j'entends des choses qui m'interrogent, qui m'interpellent. Et puis voilà, on passe toute cette journée ensemble, chacun rentre chez soi, en tout cas là où il doit aller le soir de ce 13 novembre. Arrive ce qui arrive. Alors forcément, au niveau de nos vies personnelles, je dirais avec Jérôme, nos vies de sociologue, ça résonne beaucoup. Et puis, comme je m'en explique assez longuement dans l'introduction du bouquin, il se trouve aussi que je vais perdre un ami au Bataclan. Ça, je ne le sais pas tout de suite, je vais le savoir quelques jours après. Et que ma façon aussi à moi de faire face à ça, c'est justement d'essayer de comprendre et de faire ce que je crois savoir à peu près faire, c'est-à-dire des enquêtes ethnographiques. Donc, à ce moment-là, sans vraiment l'avoir un petit peu calculé, je décide de revenir à Grigny, d'entamer un travail sur ces questions-là, qui va se dessiner progressivement. Et donc là, c'est un travail un petit peu différent du travail que j'ai mené jusqu'à présent, enfin en Seine-Saint-Denis, au sens où là, c'est plutôt un travail immersif. Pour le dire très vite, je viens 2-3 jours par semaine, à intervalles réguliers, à peu près toutes les 2 semaines en moyenne, et je reste sur place pendant 2-3 jours, des journées entières, des nuits entières, et à traîner avec les garçons, et ces fameux mauvais garçons de la nation, comme il est indiqué dans le sous-titre, et pour travailler de manière ethnographique et immersive avec eux. Il y a aussi quelque chose qui se passe, et je vais vous expliquer un peu comment j'ai construit le livre, maintenant j'y arrive. Un de mes anciens élèves, qui est dans le livre, parce que finalement il va rentrer dans cette enquête sans que je l'ai vraiment pensé au départ, qui s'appelle Radouane. Moi je suis sociologue, je fais du travail ethnographique, tous les prénoms sont anonymisés, donc il s'appelle Radouane dans le livre, à part évidemment Amédi Koulibaly, puisque lui a choisi d'être célèbre, et Radouane, qui est un garçon que je connais depuis très longtemps, depuis 9 ans maintenant, qui me dit un soir dans sa voiture, alors sa voiture c'est un lieu très important pour nous deux, c'est un lieu où on fait beaucoup d'entretiens, qui me dit qu'il envisage de partir en Syrie pour se battre. Alors Radouane, c'est quelqu'un qui est diplômé, qui est Bac+5, qui sont quand même sortis par rapport à plein de choses, et qui me dit ça, et moi je le vois pas du tout venir, enfin, et donc je décide aussi de travailler en fait cette question-là avec lui. Voilà, un petit peu pour vous situer le panneau et le pourquoi du comment et quand j'arrive sur ces questions-là. Du coup, comme je suis arrivé un peu vite et un peu en retard, etc., je ne connais pas la règle du jeu, donc je parle comme ça, mais je ne sais pas combien de temps j'ai, combien de temps il me reste et quel est le format. Je ne sais pas qui est le maître des lieux, la maîtresse des lieux. Normalement, il faudrait terminer la soirée à 21h. Voilà. D'accord, j'ai pas de... d'accord. Donc, avec un moment pour discuter, d'accord. Donc, ce que je vous propose, ce que j'ai pris un peu de temps, mais je pense, je suis désolé de ne pas encore rentrer dans la matière, mais c'est vraiment tellement important de dire d'où on part sur ces questions-là, et bon, sur ces formats, on a un peu le temps de... on fera dans la question. Ce que je vous propose, c'est que j'essaie de tenir une petite demi-heure, comme ça il nous laisse une demi-heure d'échange, pour qu'au moins je puisse rentrer un petit peu dans le fond, et je vais peut-être le faire un peu bullet point, c'est-à-dire sans trop me justifier, mais vous dire un petit peu comment moi j'observe les choses. Ça vous va ? Ok, merci. Et puis vous me coupez si ça vous... dans ce livre-là, j'ai voulu comprendre plusieurs choses qui sont en général posées de manière différente et les comprendre ensemble. En gros, première question, donc déjà réduire la focale. Si vous voyez le sous-titre, hein, l'islam et les mauvais garçons de la nation. Alors c'est qui ces mauvais garçons de la nation ? Je réduis la focale sur une population qui est très identifiée, très parlée, c'est-à-dire, donc mauvais garçons entre guillemets, c'est-à-dire des garçons de cité qui passent par la case délinquance, mais qui restent longtemps dans la case délinquance. Et donc, cette sous-population parmi
la population, je vais être très clair, hein, je ne parle pas de tous les garçons, je parle vraiment d'une sous-population, mais une sous-population quand même tout à fait particulière. Alors j'appelle ça, je n'expliquerai pas, ce que j'appelle dans mon livre la seconde zone, ces garçons qui sont socialisés dans la seconde zone, et en fait, qu'est-ce que ça fait dans les subjectivités de rester pendant 5, 6, 7, et très souvent une dizaine d'années coincés dans cette seconde zone, c'est-à-dire coincés dans cet univers de la délinquance, et qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir en sortir. Alors, ça provoque un rapport au monde tout à fait particulier et que j'ai voulu vraiment creuser. En fait, Mehdi Koulibaly venait de cette seconde zone, tous les terroristes maison. Et j'expliquerai un petit peu. Alors, les terroristes maison, c'est les enfants d'ici qui décident de mourir ici, de tuer des compatriotes. Viennent de la seconde zone, et quand on a une régularité comme ça, même sur des petits nombres au niveau sociologique, elle est excessivement significative. Mais tous les gens ou les personnes qu'on met dans le pot radicalisation ne viennent pas nécessairement de la seconde zone, et donc pour moi il y avait vraiment plusieurs choses à clarifier. Alors, que clarifier? Première chose, déjà, pour ces garçons de la seconde zone, essayer de comprendre pourquoi le désir d'islam. Pourquoi, en fait, l'islam est si important? Pourquoi l'entrée, très souvent tardive, dans la religiosité? Pourquoi c'est important? Et une fois qu'on a dit ça, comprendre deux choses. Comprendre à la fois le chemin minoritaire, mais aussi le chemin majoritaire. Alors, le chemin minoritaire, c'est comment cette entrée dans la religion se transforme en imaginaire politique violent et bascule, joue dans le basculement ou pas d'ailleurs, mais en tout cas en quoi c'est lié avec l'idée de vouloir en découdre pour aller vite et le basculement dans l'action politique violente. On en parle beaucoup, mais en fait, pour ces garçons-là, ça reste le chemin minoritaire, et comprendre en même temps le chemin majoritaire, c'est-à-dire en quoi l'entrée dans la religiosité et l'entrée dans l'islam permet, entre autres choses, l'islam tout seul, bien justement de sortir de cette seconde zone et entre en résonance avec ce qu'on appelle en sociologie de la déviance la désistance, c'est-à-dire ces chemins de sortie de la délinquance. Et ça, que ça plaise ou non, ça reste le chemin majoritaire, c'est-à-dire que dans les parcours de désistance, l'islam a partie prenante avec ces parcours-là, et il faut aussi l'entendre et le comprendre. Et donc essayer de penser les deux en même temps, et de se demander du coup de quoi ce désir d'islam peut-il être le nom. Alors, je ne vais pas le détailler parce que j'ai plus trop le temps, mais l'idée dans le livre, c'est de travailler de manière fine sur un pool très restreint de 6 garçons. Alors, 6 garçons que je n'ai pas choisis au hasard, qui se répondent les uns les autres, mais l'idée de resserrer la focale sur des trajectoires très personnelles, c'est pour pouvoir travailler en fait la question des aspirations, la question du désir, la question de l'intimité, d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très souvent périlleux, en tout cas qui est difficile pour un sociologue. Le sociologue travaille sur des régularités, mais travailler sur l'intimité, sur le désir, c'est parfois un petit peu contre-intuitif. Or, sur ces questions-là, je suis persuadé qu'il faut travailler ces questions-là. Donc, seulement 6 garçons, entre guillemets, plein de gens qui gravitent autour d'eux, et dont Mehdi Koulibaly. Et l'idée pour moi avec Mehdi Koulibaly, c'était de faire une ethnographie post-mortem, c'est-à-dire que moi je ne l'ai pas connu, c'est le seul garçon sur lequel j'écris que je n'ai pas connu personnellement. Par contre, j'ai rencontré énormément de personnes qui l'ont connu et en fait qui m'ont raconté le garçon d'avant. Et c'est l'histoire un petit peu du garçon d'avant que je raconte à hauteur avec les autres garçons et qui m'a été racontée par une quarantaine de personnes qui disparaissent tous du récit, pour des raisons déontologiques. Le deal, c'était effectivement, chacun va me parler de son Mehdi à lui ou à elle, mais évidemment, en disparaissant du texte, et c'est un peu en récoltant ces différents témoignages, entretiens, avec aussi tout un travail d'archives, un petit peu comme un historien qui travaille sur des sources orales, j'ai essayé de reconstituer aussi
la vie du garçon d'avant. Parce qu'on est sur des processus lents, des processus longs, et finalement, l'histoire qu'on m'a racontée de ce garçon-là n'est pas exactement l'histoire qu'on a connue médiatiquement, puisqu'en fait, alors il y a beaucoup de choses sur Amélie Coulibaly dans la presse, puisqu'il a laissé quand même beaucoup de traces, mais il y a eu des enquêtes journalistiques plutôt bien faites, mais resserrées sur un temps assez court, c'est-à-dire le moment où on pense qu'en prison, sur son avant-dernière incarcération, il aurait pris la décision de faire de l'action terroriste, et puis jusqu'à la fin. Moi, c'est plutôt le avant qui m'intéresse. Premièrement, la façon dont ont été posées les choses en France au niveau du débat intellectuel m'a paru extrêmement problématique. Je pense à l'opposition que vous avez peut-être en tête entre Gilles Kepel et Olivier Roy. Je ne sais pas si vous avez un peu cette... mais je vais la reprendre si vous ne l'avez pas en tête, parce qu'elle a structuré le débat intellectuel, elle a structuré aussi le champ académique, et en fait, elle a structuré aussi la façon dont on a politiquement répondu à ces questions-là. Et pour moi, c'est un vrai problème, parce que c'est l'exemple typique du faux débat. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et pourquoi moi j'ai choisi d'adopter un autre regard. Pour aller très très vite, on a ces attentats qui touchent la France, et on a cette idée que, il y a quelque chose qui se passe dans les cités qui est lié à l'islam. Donc on appelle deux spécialistes de l'islam. Parenthèse, pas des spécialistes des quartiers. C'est intéressant aussi la façon dont une problématique se construit. Donc, et qui ont deux positions fondamentalement antithétiques. Vous avez Gilles Kepel qui dit ce qui se passe, c'est la radicalisation de l'islam. Et donc, c'est quoi la radicalisation de l'islam? Eh bien, il y a une idéologie liée à l'islam et à l'islamisme surtout, qui s'est radicalisée, qui est devenue plus dure, plus intolérante, et en gros, c'est parce que les textes et l'idéologie s'est durci que les gens se sont durcis. Et donc c'est parce qu'on a une radicalisation de l'islam qu'on a cette troisième génération de djihadistes, et donc en faisant, lui fait une étude de texte, il montre comment l'idéologie islamiste sait où se serait durcie. Bon, il y a beaucoup de débats là-dessus, et c'est ce qui expliquerait par l'idéologie le fait que les individus, cette troisième génération de djihadistes, soient plus violentes et attaquent plus et plus souvent son pays. Bon, ce genre de... je vais être quand même essayer d'être clair et synthétique. Ce genre de posture laisse quand même un peu sans voix, puisque c'est quand même de la science politique des années 30. C'est l'idée de dire que quand vous avez une idéologie qui est radicale, les gens, un petit peu comme des pantins, se comportent de manière radicale, une espèce de diffusion et des pratiques via l'idéologie. Bon, c'est pas explicatif en fait. Au mieux, c'est tautologique. C'est-à-dire évidemment que si vous êtes prêt à mourir et à tuer des individus, vous adhérez à un système de valeurs qui donne du sens à tout ça, évidemment. Ça se discute même pas. Mais c'est tautologique, c'est pas explicatif. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que ce système de valeurs, de croyances, donne du sens, prend et véritablement fait ressource, donne du... Enfin, qu'est-ce qui fait que ça prend? Et ça, on ne le sait pas. Pourquoi on ne le sait pas? Parce que pour le savoir, il faut fréquenter ces jeunes, entre guillemets, et savoir où sont les désirs, les aspirations, les croyances, le sens, qu'est-ce qui se joue là. Inversement, vous avez Olivier Roy qui dit pas du tout, c'est l'islamisation de la radicalité, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sont déjà radicaux, qui sont déjà chargés d'un potentiel de violence, et par contre qui ont besoin d'un drapeau, si vous voulez, et l'islam vient après en tant que drapeau. Alors, jusque-là, je le suis plutôt. Je pense que son intuition est beaucoup plus juste, et c'est une intuition. On a lui-même dit qu'il travaille sur des intuitions, sur ces questions-là. Mais quand on arrive à la phase explicative, il dit, finalement, on a une génération de nihilistes. C'est parce qu'on a des jeunes qui ne croient plus en rien, donc ils ont besoin de ce drapeau. Bon, là encore, l'explication par le nihilisme, on n'est plus dans l'explication. Enfin, le rien, ça n'explique pas grand-chose. Et puis, quand vous êtes sur le terrain, quand vous entendez, côtoyez, vivez avec
ces jeunes dont on parle, moi je n'observe que des aspirations, des frustrations, du désir, des envies, des fantasmes, de l'imaginaire, tout ce que vous voulez, mais tout sauf du rien. Donc, et donc là typiquement on a une posture miroir qui d'ailleurs accepte le terme de radicalisation sans le questionner, et puis très très vite on tombe sur des postures idéologiques en disant est-ce que c'est la faute à l'islam ou pas, et du coup on est sur quelque chose qui tourne un petit peu en rond, et on n'explique pas grand-chose. On explique, parce que du coup, vous voyez bien aussi que la question, c'est si c'est la faute à l'islam, alors on est sur la question du dogme et de la théologie, des questions importantes que je ne mets pas en jachère, mais bon, en gros, la solution, c'est qu'il faut réformer l'islam, parce que si on réforme l'islam, on va réformer les gens, pour aller un peu vite. Et puis, si on est dans l'autre posture, c'est pas la faute à l'islam, mais qu'on a du rien, alors il faudrait proposer quelque chose à la place du rien, mais on ne sait pas trop quoi. Donc ça pose quand même tout un tas de problèmes. Et puis, en fait, derrière ce terme de radicalisation, on met des choses qui sont tout à fait différentes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se cache comme problème derrière ce terme de radicalisation? Quel type de personnes problématiques, finalement, on range derrière ce terme-là? 4 types de profils, pour moi c'est une façon de mélanger un petit peu des choux, des carottes avec, je sais pas, ce que vous voulez, mais des choses qui ne vont pas vraiment ensemble. Quels sont les 4 types de profils? Les terroristes maison, le profil du terrorisme maison. Deuxième type de profil, les jeunes qui partent en Syrie ou en Irak, en tout cas sur zone de combat. Alors, même quand on prend cette catégorie, je pense qu'il faudrait faire le distinguo entre ceux qui partent effectivement et ceux qui émettent le désir de partir. Mais enfin, admettons que ce soit un même problème. Vous avez ensuite, après, les revenants. Et puis, quatrième type de profil problématique, ce qu'on va mettre sur la catégorie rigoriste, c'est-à-dire des individus qui affichent ostensiblement une appartenance religieuse qui guiderait l'ensemble de leurs pratiques et qui charrierait une vision plutôt intolérante de l'autre. Bon, et on dit que tout ça c'est la radicalisation, que c'est pareil, et quand vous faites un travail justement comme je le fais qui est biographique, où vous regardez justement les biographies de trajectoire, vous voyez en fait que ce sont 4 en fait, et du coup on dit oui, et du coup tout le monde peut être radicalisé. Enfin, en ce moment c'est un peu ça, c'est que tout le monde, on ne sait plus quel est le profil, parce qu'on peut avoir des hommes, des filles, des blancs, des convertis, donc voilà, c'est dans l'air, ça peut vous tomber comme ça sur la tête. Enfin, ça c'est un peu les conséquences quand même de ce débat sur idéologie et pas idéologie, et on ne sait plus. Je suis désolé, quand on regarde ces 4 profils de manière très sérieuse et très serrée, on voit en fait que sur chaque profil, sur chaque type de problème, entre guillemets, on a des profils qui sont différents, et c'est pas un hasard si on a des profils différents, parce qu'en fait, ce sont 4 problématiques différentes. Dans ces 4 cas, l'islam n'est pas le médium exactement des mêmes problèmes et des mêmes problèmes de représentation, et en fait, ça s'explique très bien. Pour le dire très vite, on pourra discuter, là je ne vais pas avoir le temps, mais ne serait-ce que par exemple sur le profil départ en Syrie et sur le profil attentat à maison, on n'est pas du tout dans le même rapport au présent, au passé et à l'avenir, si vous regardez le type de profil. Sur les terroristes maison, c'est toujours très clair. Des garçons issus d'immigration, de cités, socialisés pendant plus d'une dizaine d'années dans la seconde zone. Si vous regardez les parcours biographiques, ça se passe toujours entre 20 et 30 ans, mais plutôt au milieu de vingtaine. C'est-à-dire à un moment donné où en fait, en termes de cycle de vie et de biographie, on est dans une impasse biographique complète, on pourra en parler, et l'islam et le recyclage en fait, de compétences, de dispositions et de ressources acquises, eh bien, ou dans la seconde zone, tout ça, ça s'explique et on a un schéma qui est très clair, si on prend la peine de le détailler. Et donc là, on a, et si vous voulez, l'islam est le médium d'un certain problème. Sur la question du départ, on est dans complètement autre chose, et donc du coup ce n'est pas un hasard si là pour le coup vous avez des profils sociographiques un peu plus éclatés, vous avez aussi des filles pour un tiers à peu près, pas forcément que des filles ou des garçons de cité par ailleurs. Pourquoi? Parce que dans cette question du départ se joue, en fait c'est un projet le départ.
C'est pas du tout pareil. Il y a une projection vers l'avenir, il y a l'idée d'accompagner d'un projet politique, il y a aussi l'idée de la fugue, enfin tout un tas de dispositions qui fait que l'islam, la façon dont l'islam est lu et dont il est fantasmé, imaginé, ne répond pas en fait aux mêmes interrogations, aux mêmes problèmes, etc., etc. Et encore une fois, sur les revenants, mettre les revenants dans le même sac, c'est aussi... mais en fait, c'est presque aberrant. Et moi, je parle en tant que sociologue. En tant que sociologue, je regarde ce que font les gens, ce qu'ils disent de ce qu'ils font, et l'écart entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et les revenants, ça ne peut pas être pareil, puisqu'en fait, ils ont été socialisés pendant plusieurs années sur une zone de guerre, et donc, quand ils reviennent transformés d'autres choses. Donc, un revenant ne peut pas même être impactant. Et si vous regardez d'ailleurs dans les profils de revenants, ce qui joue aussi beaucoup sur ce qui peut poser problème ou pas d'ailleurs sur les profils, c'est ce qui a été vécu, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous étiez sur zone de guerre, et si pendant 3 ans vous avez tué et vu la mort presque au quotidien, quand vous revenez, vous avez un certain profil et certains problèmes à régler. Si vous n'étiez pas sur le front, c'est autre chose. Donc là encore, bien regarder ce que font en fait les gens et ce qu'ils ne font pas. Et typiquement, dans cette opposition qui a pris un petit peu comme ça toute la place, on a oublié en fait de faire ce travail-là. Pourquoi on a aussi oublié de le faire? Parce que c'est un travail qui est, et je le dis sans forfanterie, mais qui est coûteux en fait, en termes de temps, émotionnellement, etc. Parce que comment dire, pendant que vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas sur les plateaux de télé. Maintenant, il me reste un quart d'heure, je vais essayer de donner quelques éléments. Alors déjà, finalement, je voudrais dire, je vais essayer de dire 3 choses, je vais essayer de les tenir. À quel problème ça répond? Puis non, je vous ai dit que ça répondait tout ça à des problèmes très très concrets. En fait, premier point. Deuxième point, sur les modalités d'entrée dans la religiosité. Et troisième point, est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui fait que ça bascule ou ça ne bascule pas sur ces profils mauvais garçons. Premier point, sur les questions concrètes. À quoi, en fait, l'islam répond? De quoi l'islam est le médium chez ces mauvais garçons de la nation, dans la seconde zone? De tout un tas de types de questions qui sont aujourd'hui restées sans réponse. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam, et là je le fais dans le livre, et pour comprendre, il faut faire un peu l'histoire longue en fait, des quartiers populaires, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'instances de socialisation, de remédiation qui ont disparu, et l'islam, de ce point de vue-là, a proliféré sur le vide. Alors quand je dis l'islam, je ne dis pas... le besoin de l'islam, ce que je vais aussi vous montrer, c'est qu'on parle beaucoup du communautarisme, des mosquées, etc. C'est avant tout quelque chose qui se joue au niveau individuel. J'essaierai de vous l'expliquer. Mais ce besoin d'islam, il s'explique parce qu'il y a tout un tas de questions fondamentales dans la vie de ces garçons qui sont sans réponse et qui restent sans réponse pendant de nombreuses années. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer, mais par exemple, il y a des questions très importantes qui sont des questions métaphysiques. Et la religion, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une sorte comme ça de recours et alors j'aime pas trop l'expression de retour du religieux parce que ça laisserait à penser que dans le retour du religieux, l'islam des enfants serait le même que l'islam des parents, qui est fondamentalement différent. C'est pour ça que même parler de communautarisme, c'est des gens qui n'ont pas été dans les familles, enfin, ça n'a pas de sens. Des questions métaphysiques importantes. Alors, les questions métaphysiques. Qui je suis, où vais-je, d'où viens-je. Donc ça, c'est sur la question de l'immigration, et je ne vais pas le développer, mais quelqu'un comme Abdelmalek Sayad a très bien déjà écrit ça dans les années 80. Il y a beaucoup de questions de ce point de vue-là sur la question de la filiation qui reste sans réponse. Mais je vais prendre un autre exemple dont on ne mesure peut-être pas l'importance, qui est la question de la mort. Dans la métaphysique, il y a la question de la mort, et la religion, elle vous parle de la mort, elle vous donne des réponses par rapport à la mort. Tous ces garçons qui sont socialisés dans la seconde zone ont une expérience intime, brutale de la mort. Les 6 garçons qui sont dans le livre sont 6 garçons qui ont tous perdu des copains de mort brutale et violente. C'est pas rien. Quand vous avez cette expérience répétée de la mort et que c'est pas traité, vous avez tout un tas de questions qui se posent sur la mort et sur la question de l'injustice par rapport à la mort. Parce que vous avez une mort qui est injuste du point de vue du cycle de vie. Donc,
on a beaucoup parlé depuis un an et demi des bavures policières, etc. Donc il y a toute cette question du rapport à la police et des bavures policières. Et des morts sous le coup de la police, il y en a, mais ce n'est pas les morts les plus récurrents sur les questions de délinquance juvénile. La première cause de mortalité, ce sont les règlements de compte. Ce sont des jeunes qui tuent des jeunes et des jeunes qui se connaissent. Ça pose tout un tas de questions. Alors, au niveau intime, mais aussi au niveau de la vie sociale des quartiers dans lesquels ces choses-là se jouent. Vous avez aussi des jeunes qui disparaissent. Par exemple, vous avez Tariq qui est dans le livre, qui me dit moi j'ai 3 copains, je ne sais plus où ils sont. Ils ont disparu. Donc il suppose en fait qu'ils sont morts, mais il vit avec cette idée qu'il y a 3 copains qui, du jour au lendemain, à des moments différents, disparaissent. Vous devez vous construire avec ça. Et force est de constater que sur ces questions-là, vous avez très très peu de réponses. En fait, pour le dire peut-être très simplement, les jeunes ont très peu d'adultes qui sont capables de les entendre et de les écouter et de les aiguiller sur ces questions-là. Donc, l'islam, oui, et la religion de manière générale, va nous donner des réponses. Sur ces questions-là, c'est pas rien. Je pourrais vraiment détailler, mais je vais juste prendre peut-être l'exemple d'Amedy Coulibaly, parce que finalement, il est connu, mais quand on passe à l'enquête, et c'est peut-être pour vous montrer aussi ce que l'enquête permet d'observer, de découvrir, Amedy Coulibaly, par exemple, a fait cette expérience quand il avait 17-18 ans. En fait, il a perdu son meilleur copain quand il avait 17 ans et demi. En fait, ils avaient volé des motos ensemble, et puis ils se sont fait coincer par la police, et son copain était en train de conduire, et il a été tué à bout portant, 3 balles dans l'abdomen, et son copain est mort. Amedy Coulibaly était dans le coffre, enfin le coffre de la camionnette, et puis il a entendu et vu son copain mourir. Il est resté en fait quand même 3 heures avec le corps de son copain allongé, avec des flics qui... j'étais pas présent sur la scène, mais j'ai eu beaucoup de témoignages concordants qui étaient aussi complètement paniqués, mais parce que là on a encore un cas, je dirais classique, parce que c'était un jeune flic inexpérimenté qui n'a pas su faire face à la situation, qui a fait une erreur. Évidemment, cette histoire a été ressortie, on peut dire, pour comprendre. Si vous vivez ça, 17 ans, la haine de la police, et que ça s'est gravé très profondément. Mais la haine de la police, si vous êtes un garçon de cité, la haine de la police, elle se fabrique à l'âge de 13-14 ans. Quand vous êtes contrôlé en permanence, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais il faut comprendre ce que le geste de l'interpellation dans l'endroit où vous vivez, à être sommé de se justifier de sa présence chez vous par des gens qui n'habitent pas chez vous, et de manière agressive et de manière répétée, et puis quand ces choses-là souvent se terminent mal, ça laisse des marques très très profondes. Le contrôle de police aussi, ce sont des petites morts sociales. Quand vous avez 15, 16, 17 ans, il y a beaucoup de choses. Voilà. Une histoire très très longue qu'il faut vraiment avoir en tête. Et je reviens sur cette histoire de la mère. Évidemment qu'il y a l'histoire de la perte d'un être proche, qu'il y a l'histoire de la difficulté à vivre avec ça. Mais il y a plus que ça, parce que quand vous enquêtez, qu'est-ce qui s'est joué en fait chez Amedy Coulibaly, lui a vécu avec, en plus de cette haine, le sentiment de culpabilité. En fait, il est persuadé qu'il aurait dû partir à la place de son copain. Alors j'explique tout ça dans le livre, je ne sors pas tout ça de mon chapeau, c'est des choses que, pendant des dizaines d'années, il rend visite régulièrement à la famille, il se sent coupable, il pense qu'il aurait dû partir à la place de son copain, et qu'il va devoir payer pour ça, et qu'il va devoir venger son copain. Ça, c'est un sentiment très fort qu'il a eu, qui a grossi avec le temps. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il n'y a que cet élément qui explique, et je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas vous dire, j'ai trouvé... Alors, c'est le problème de la radicalisation. Étymologiquement aussi, c'est la racine. Des charlatans qui vous disent toujours, on a trouvé la racine du problème. C'est Internet, c'est tel prêcheur, non, ça n'existe pas. On a un faisceau de choses. Par contre, on peut
dire ça, rentrer dans cette complexité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas agir, enfin, on peut en discuter. Mais ça a été très prégnant, cette volonté à la fois de vouloir se venger, mais surtout cette haine de soi. Et cette haine de soi on connaît les mécanismes psychologiques en quoi la haine de soi pousse très souvent vers la haine des autres. Mais ce que je veux dire juste par là, c'est que cette question-là, vous avez un adolescent de 18 ans qui vit ça, ça n'a jamais été traité. Ça n'a jamais été traité. Ça, c'est pas des petites questions. Question métaphysique, question morale. Des questions morales très très fortes. Là encore, je n'irai pas au bout parce qu'on discutera, mais en fait, je préfère quand même être un peu long, même si je ne dirai pas tout. Après tout, de toute façon, si les choses vous intéressent, il y a un livre, et un livre, c'est aussi le moment où on a l'espace de tout dire, mais plutôt que vous balancer les choses comme ça, je préfère quand même un petit peu détailler, parce que c'est important. Mais sur les questions morales, par exemple, on se représente très souvent de manière un petit peu idéalisée, fantasmée, l'idée finalement que les garçons qui sont dans la délinquance, eh bien, rôle des mécaniques, sont contents, vivent dans une culture du gang, et finalement sont tout à fait contents de faire ce qu'ils font. Alors, oui, très souvent, c'est l'image qui peut vous donner la première image, c'est pour ça que c'est important de travailler dans le... Voilà, on donne le change, on roule des mécaniques, mais quand vous passez du temps avec ces garçons-là, et quand vous passez justement l'épreuve du temps, se joue justement la question de la souillure et la question de la moralité, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus vous durez dans la seconde zone, plus en fait vous êtes amené, il y a une expression très très forte dans les cités qui s'appelle faire du sale. Alors, comme beaucoup d'expressions de cité, c'est une expression qui passe dans le langage commun. Alors, faire du sale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand vous faites du sale, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose dont vous savez que par rapport à un référent moral universel, c'est pas bien, quoi. C'est un truc, ça se fait pas, quoi. Vous avez fait un sale tacle sur quelqu'un qui ne méritait pas pendant un match de foot, bon, vous avez fait du sale, vous n'auriez pas dû. Et vous savez, en fait, faire du sale, c'est-à-dire savoir intimement qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien, et dont on ne pourrait pas se justifier, s'enorgueillir face à quelqu'un d'autre. Cette question de faire du sale, elle revient en permanence, parce que plus vous durez dans le business, plus vous faites du sale, et plus les jeunes, en fait, ont une difficulté à vivre avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. En fait, ils ont une image hyper dépréciée d'eux-mêmes, ils se sentent sales. Et la question de la souillure est centrale, et ça pose la question du rachat, comment se racheter, comment... tous les garçons que j'ai rencontrés, ils ont tous peur de l'enfer. Alors, ça paraît idiot de le dire comme ça, mais avec le cheminement de pensée, c'est dire en fait, j'ai fait des trucs qui sont tellement sales, dont en fait je suis vraiment intimement pas fier, que c'est pas possible que ça ne puisse pas mal se terminer. Donc tout ça, cette question de la moralité, c'est une vraie question qui est aussi liée à la question de la métaphysique. Par exemple, un garçon qui est dans le livre, qui s'appelle Marley, avec qui on a beaucoup travaillé, avec qui j'ai beaucoup travaillé, pardon. C'est quelqu'un, la première fois que je le rencontre, il a 26 ans, il me dit qu'il est persuadé de ne pas passer 30 ans. Sur la question de la mort, c'est pas rien. Quand vous êtes en pleine vingtaine, et lui, il est sûr qu'il ne passera pas la trentaine, que ça va mal se terminer. Voilà. Parce que par rapport à ce qui se vit, ça ne peut que se terminer mal. Donc, des questions morales, des questions, et je vais aller très très vite maintenant, des questions intellectuelles très très fortes. Il y a un désir d'intellectualité très très fort chez ces garçons qui sont des réprouvés scolaires et qui ont une revanche par rapport à prendre par rapport à l'école. Alors très souvent on glose, mais là encore c'est de la glose, de l'idée qu'il y aura une culture anti-école, etc. Enfin, moi j'explique dans le livre que c'est pas du tout ça, en fait c'est un amour répandu, c'est-à-dire que ces jeunes auraient voulu réussir à l'école, quand bien même quand ils étaient à l'école, ils ont été hyper odieux avec leurs profs, et ils ont eu un discours de haine face à l'institution, mais c'est justement l'intérêt de passer du temps et de travailler dans la durée, c'est-à-dire que quand le temps passe, tous ces jeunes ont tous dit la même chose, le plus grand regret c'est l'école. Si c'était à refaire, je referais tout. Et le plus intéressant, c'est ça qui est intéressant quand on passe du temps, c'est de voir leur comportement quand ils deviennent parents, et le comportement qu'ils ont face à l'école en tant que parents. Et cette idée en fait qu'on a raté quelque chose, et le désir de vouloir aussi réintellectualiser sa vie,
ce sont des vraies questions. Et ces questions intellectuelles, vous n'avez pas assez d'institutions, de personnes et d'adultes qui prennent ces choses-là au sérieux face à ces garçons. Et la religion joue aussi quelque chose d'important dans ce désir d'intellectualité. N'oubliez pas que le Coran, c'est aussi un livre, et finalement, le livre reste l'objet culturel le plus légitime de notre société française. Mais évidemment aussi que la religion, c'est un acte de foi, il se joue toujours quelque chose. Alors, j'explique ça dans le livre, hein, une sorte de tension entre cette envie d'un désir de réintellectualisation critique, mais aussi avec un confort de la désintellectualisation, parce que aussi l'acte de foi, c'est pouvoir justement arrêter d'intellectualiser. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, et dans ce curseur-là, quand on comprend la dynamique de ce curseur-là, on comprend aussi comment et pourquoi ce que j'appelle dans le livre l'imaginaire politique flottant de Daesh marche, ou marche pas d'ailleurs, quand on réintellectualise les choses. Bon, il me reste 5 minutes si on va avoir le temps de discuter un petit peu, donc je vais y aller un petit peu à la vite. Mais j'aurais dû passer beaucoup de temps sur la question de l'esthétisme et des questions esthétiques majeures qui se jouent. Et tous les jeunes qui entrent dans la religion disent toutes la même chose, c'est l'expérience de la beauté, l'importance de faire cette expérience de la beauté, sur cette dimension esthétique, quand on a le sentiment d'avoir vécu avec la laideur pendant très longtemps et qu'on veut transformer ça, transcender ça, eh bien, les dimensions esthétiques sont extrêmement importantes. Il y a aussi des dimensions sociologiques sur régler des conflits de loyauté, mais je n'aurai pas le temps de discuter. Et puis aussi des questions politiques. En fait, la religion se politise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions politiques qui sont restées sans réponse. Des questions sur la narration collective, la question du dégoût de la classe politique, je pourrais le faire très très longtemps. Et si la rhétorique de Daesh marche aussi, c'est parce qu'elle propose un imaginaire politique, et il faut l'entendre, un imaginaire politique flottant, c'est-à-dire qu'il marche justement parce qu'il flotte et il est complètement décontextualisé, et c'est la décontextualisation et donc le fantasme qui marche. Mais ça fonctionne parce qu'il y a cette imaginaire-là, et qui nous renvoie aussi à l'absence en fait de narration, de proposition politique dans notre société. Et il y a aussi se pose la question du capitalisme, c'est-à-dire qu'à travers aussi l'entrée dans la religion se joue en fait ce que chacun essaie de régler, parce qu'on est tous pris dans ce monde capitaliste qui n'offre pas de narration finalement transcendantale, enfin, on peut le dire de façon plus simple, mais cette opposition entre d'un côté cette nécessité d'accumulation matérialiste et de l'autre le besoin en fait de dépossession altruiste. Et la religion, de ce point de vue-là, elle offre, c'est une offre de ce point de vue-là. Donc il faut aussi... Donc, vous voyez, quand on déplace un petit peu les choses, on peut parler de radicalisation, de problèmes qui sont... Parce que derrière la radicalisation, il y a cette idée aussi, ça vient d'ailleurs. Hein. C'est l'idée de l'exogénéisation du problème. Alors, soit c'est la religion, soit c'est... ça viendrait d'ailleurs. On a des questions qui sont liées en fait à notre histoire collective. Il faut l'entendre. Alors ce qu'il faudrait aussi entendre, mais je n'aurais pas eu le temps, c'est aussi voir tous ces chemins de pacification intérieure, parce que je suis désolé de le dire un petit peu comme ça, mais c'est aussi la réalité. Bon, on a des choses comme ça qui émergent, qui explosent à intervalles réguliers, mais finalement entre ce qui nous explose aujourd'hui et la masse de ces garçons qui peuvent devenir des bombes humaines dans les cités, eh bien finalement quelque part il y a aussi tout un chemin de pacification et de remédiation qui se fait par le bas, de manière très douloureuse, très lente et jamais assurée, parce que ça se fait comme ça, je dirais, mais qui existe aussi. Et donc, il faut aussi l'avoir en tête. Voilà, bon. Je n'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il aurait été intéressant, mais bon, tout ça est dans le livre. Dans le livre, il y a une comparaison serrée entre Amélie Coulibaly et Adama. Adama étant un des meilleurs amis de Amélie, qui est passé un petit peu par les mêmes galères, même trajectoire migratoire, même gros passé de délinquance, expérience de la prison, etc., etc. Mais
Adama est aujourd'hui travailleur social, en fait. Et donc il est travailleur social, il a suivi un autre chemin, et en même temps, c'est quelqu'un qui vous explique, malgré ce qu'a fait Amélie Coulibaly, lui, il a aussi la mémoire de son copain, et il se souvient, alors il justifie absolument pas ce qu'il a fait, mais il ne peut pas oublier aussi ce qu'il a partagé avec son copain, parce que quelque part, c'est aussi au nom de cette amitié et au nom de ces valeurs de solidarité qu'il s'est engagé dans un métier où il gagne quand même à peu près entre 5 et 6 fois moins que ce qu'il gagnait quand il était en business. Et donc, voilà, ce sera dans le livre si ça vous intéresse, mais de pouvoir suivre ces deux trajectoires parallèles, ça permet aussi de toucher comme ça le doigt sur des moments clés qui font que dans les trajectoires aussi, finalement, et heureusement, beaucoup de jeunes ne basculent pas. Voilà, je m'arrête, il est 30. Bonjour, vous nous avez parlé de l'affaiblissement, sinon de la disparition de ce qui était les tissus de solidarité antérieurs, des associations qui ont été effectivement extrêmement appauvries. Oups. Les gazeuses finalement. Et vous ne nous avez pas trop parlé de la discrimination urbaine, la discrimination dans la ville, c'est-à-dire qu'effectivement, les immigrés se trouvent en Seine-Saint-Denis, dans des banlieues pauvres, etc. Vous nous avez dit, moi ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, vous avez dit qu'en fait ces jeunes avaient finalement un idéal. Ils étaient exactement comme nous tous, ils avaient un idéal. Cet idéal est réduit à peu de choses par effectivement la concentration urbaine, le fait que vous avez dit que les profs ne voulaient pas y aller, donc vous êtes vous présenté dans des endroits où les profs ne veulent pas aller, les contrôles faciès, les discriminations d'embauche. Donc, en fait, au niveau des... Alors, une première question, c'est comment est perçue la communauté qui a des ancêtres gaulois par eux? Comment ils nous perçoivent? Parce que nous, on travaille pas mal à leur contact et ils ne viennent pas facilement vers nous dans une ville qui est pas particulière. Enfin, il y a une immigration certaine, maghrébine, mais ils hésitent à venir vers nous. On va vers eux, ils ne viennent pas trop vers nous. Et est-ce que vous pensez qu'une partie de la solution, outre... Alors, deuxième question, est-ce qu'ils souhaiteraient la mixité sociale en urbanisme? Est-ce que c'est quelque chose dont ils pensent qui les aiderait? Et troisième chose, sur le panel des solutions, je suppose que vous en proposez, est-ce que vous avez parlé d'Adama? Est-ce que ça ne serait pas... Les parents ne sont pas trop d'une aide importante chez eux, mais l'aide par les pairs, c'est-à-dire est-ce que les jeunes de banlieue immigrés pourraient être d'une utilité, comme par exemple les anciens alcooliques sont utiles aux alcooliques, les anciens toxicomanes savent parler de la toxicomanie, alors bon, c'est pas du tout en parler aux toxicomanes. Excusez-moi d'avoir été longue. Ah ouais, non, il y avait beaucoup de choses dans votre intervention. Je réponds tout de suite ou... Ouais. Alors, oui, alors évidemment, sur la question de la mixité sociale, ça c'est vraiment central. Vraiment, vraiment central. Pour plein de raisons, mais vraiment sur la question de la fabrique des subjectivités. Parce qu'en fait, et ça joue des deux côtés, hein, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, pendant très longtemps, c'était le modèle républicain, c'était... il y avait l'école des services militaires, pour un peu vite, mais il y avait cette idée que l'école, c'était le lieu où on se brassait. Je vais rappeler des banalités, mais en gros, plus tôt vous êtes confronté à la différence, des effets de socialisation très simples et très connus, et plus tôt, vous risquez quand même d'être plutôt ouvert au monde, ouvert à la différence. Ça, c'est quelque chose qui se joue dès la prime enfance, en fait. La question de la confrontation à la différence. Quand on regarde la composition des écoles,
on voit que qu'est-ce qui s'est joué. Il y a une massification scolaire en France, qui est très forte, et qui continue de se développer. Mais la massification scolaire s'est faite dans un contexte où, en fait, avec la ségrégation urbaine, eh bien, les jeunes se fréquentent, enfin qui sont différents socialement, pour le dire rapidement, se fréquentent de plus en plus tardivement, en fait. Et par exemple, je parlais des étudiants, etc., dans mon bouquin précédent, et ce qui montre aussi la différence entre ce qu'on peut vivre objectivement et le subjectif, c'est ça aussi la question de la stigmatisation. Bah, vous avez ces jeunes, bons étudiants de cité, entre guillemets. Jusqu'au lycée, en fait, ils sont restés entre eux, entre guillemets. Et quand ils étaient bons, entre guillemets, ils étaient bons par rapport à des semblables, avec tous les guillemets de rigueur. Et ce qui est le plus dur pour eux, et c'est la clé qui va permettre de faire, est-ce que, en fait, le chemin vers les études, est-ce que ça va s'enclencher ou pas, c'est de pouvoir se socialiser à un environnement, en fait, où on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas sa place, qu'on est illégitime, et où on est renvoyé, en fait, à sa propre nullité. Alors, en tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Alors même, c'est ça qui est très dur pour ces jeunes étudiants, alors même qu'ils ont gagné tous les signes de l'excellence auparavant, puisqu'ils ont eu le bac, et que les parents n'ont pas eu le bac, et que tout le monde a célébré leur succès, etc. Donc ça dit beaucoup de choses. Et maintenant, pour beaucoup de jeunes, l'expérience de l'altérité sociale, elle s'éprouve, et de manière très, très peu frontale, à la fac. Mais ça, ce que ça provoque dans les subjectivités, c'est gravissime. C'est gravissime, parce que là, on parle des jeunes de banlieue, entre guillemets, mais il suffit de regarder de l'autre côté du périph'. Pourquoi, en fait, depuis 2005, on a, du point de vue politique, l'imaginaire autour des banlieues et de la jeunesse de banlieue est devenue si puissante? Et si vous regardez la classe politique, si vous regardez d'où viennent socialement les hommes politiques, quel type d'école ils ont fait, quand vous voyez l'imaginaire qu'ils projettent sur une population qu'ils ne connaissent absolument pas, tout ça s'explique, mais très. Donc, cette idée de l'entre-soi dans l'imaginaire, elle se joue des deux côtés. Et, on pourrait changer de sujet, mais c'est même pas le même sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez la pseudo-affaire Vauquiez, il y a un mois à peu près, où, quand il se fait attraper en parlant, voilà, c'est ça qui transparaît. On est les caméras, enfin, en tout cas, ça rappelle être enregistré, mais là, ce discours, il suinte l'entre-soi. Et c'est la question, en fait, de l'entre-soi. Et donc, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que ces fantasmes, en fait, sur l'autre, sont tellement ancrés dans nos subjectivités parce qu'ils sont le résultat d'une socialisation très longue et très lente. Et c'est la même chose, ces fameux profs, dans mon deuxième bouquin, je dis pas, c'est pas des profs de banlieue, c'est des profs en banlieue. Pas pareil. C'est des gens qui viennent, majoritairement statistiquement, enseigner à des enfants qui ne connaissent pas socialement. Ils arrivent plein de préjugés. Donc les enfants ont des préjugés sur les profs ont des préjugés sur les enfants. Tout le monde a peur l'un de l'autre. Mais en même temps, il y a beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. C'est-à-dire tout le monde voudrait réussir, mais on n'a pas les codes. Et il y a des drames. Mais vraiment des drames. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer à quel point tout ça c'est ancré. L'exemple d'un enfant qui, ça c'était cas primaire, mais ça dit beaucoup de choses, ce type d'anecdote. Parce que c'est pas une anecdote. Il se fait réprimander par son enseignant parce qu'il a pas fait ses devoirs. Je pense que c'était un peu important. Et l'enseignant le réprimande et l'enfant baisse la tête. Et l'enseignant prend le fait qu'il baisse la tête pour une insulte. Et donc il dit, tu vas regarder quand je te parle, ça monte. Le gamin se fait exclure parce qu'il refuse en fait de regarder l'enseignant dans les yeux, et l'enseignant le prend comme un manque d'irrespect. Pourquoi ? Parce que dans une socialisation typique de classe moyenne ou moyenne plus, il y a ce rapport entre parents-enfants, où on se regarde, on explicite les choses. Voilà. C'est ce qu'il attendait en fait implicitement de cette relation.
Ce gamin-là, en fait, quand il fait une connerie à la maison et que son père le reprend, s'il regarde son père, c'est un manque de politesse extrême. Donc lui, il a appris à baisser la tête, en fait. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que un truc comme ça, ce que ça peut provoquer dans la subjectivité du gamin, qui se dit, mais moi j'ai tout fait comme... j'étais en train de respecter l'adulte. C'est la question du rapport entre adulte et enfant, d'une manière générale, qui se pose. Et qui se prend ça, évidemment, l'image qu'il va avoir de l'école et des autres, hein, des Blancs, des Gaulois, est forcément altérée. Alors, quand on dit ça, il y a aussi des motifs d'espoir. C'est-à-dire que ce qui est très très prégnant, et ça, je le récupère dans toutes les trajectoires de ces jeunes-là, même chez ceux qui ont un passé très difficile. Il y a toujours, la mémoire est très très forte, et d'ailleurs, elle est très forte, et on comprend pourquoi elle est très forte, parce que ça compte, de se souvenir de ce prof, ou en fait cet éducateur qui, voilà, pour des raisons X, Y, c'est très souvent lié à des raisons biographiques d'ailleurs, a su porter un certain regard, a su... par exemple, je parlais d'Adama. Adama, il me reparle encore, tout Adama qu'il est, hein, si vous le rencontriez, si vous le rencontrez comme ça dans la rue, vous pouvez vous dire, voilà, c'est costaud, etc., etc. Mais quand il me parle de sa prof de français de l'école primaire, du collège, excusez-moi, au moment où ça bascule pour lui, juste avant qu'il soit déscolarisé, un peu avant sa première peine de prison, il peut vous raconter en détail, en fait, les dissertations qu'il faisait avec elle, enfin, la dissertation à l'époque, mais c'est le terme qu'il utilise en reconstruisant un petit peu les choses, évidemment, mais et puis ce qu'il dit, en fait, qu'est-ce qu'elle avait fait, cette dame? Elle avait compris, comme il le dit, hein, le côté en moi raconteur des histoires. Moi, j'étais quelqu'un qui adorait raconter des histoires. Et elle avait compris ça. Et en fait, moi, ça me plaisait de raconter des histoires. Et avec elle, ça me plaisait. Et donc, vous avez aussi ces exemples. Alors, dans mon livre précédent, j'appelle ça ces passeurs qui existent et qui comptent. Mais le problème, d'une certaine manière, c'est que, je dirais, par rapport à l'investissement qu'on fait en tant que société, on n'est pas à la hauteur. Alors, pourquoi on n'est pas à la hauteur? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissements, finalement, aussi dans les quartiers populaires. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. La France, ce n'est pas les États-Unis. Et aux États-Unis, je fais la comparaison aussi dans le livre, il y a un énorme problème de seconde zone. Cette question dont j'ai parlé, parce qu'en fait, la question, c'est quoi les conséquences de l'exposition durable prolongée à la violence dans les subjectivités et dans les villes? Aux États-Unis, ça se règle à coups de flingue dans la rue. Et en masse. On n'en est pas encore là. Et en France, il y a aussi beaucoup... Enfin, l'État est très présent dans les banlieues. Très souvent, pas de manière très opportune, mais l'État est très présent. Donc, il se passe aussi des choses. Donc, j'ai un peu oublié la question, je me suis fait prendre par les exemples, mais je vais peut-être prendre une autre question. J'en ai une. Voilà, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est à propos de la délinquance, d'un certain profil de gens qui, à un moment donné, comme vous l'avez bien expliqué, passent par la délinquance. Mais est-ce qu'il y a véritablement un rapport direct entre ce genre de profil-là et justement la radicalisation terroriste avec présente un très fort désir de mort? Parce que par exemple dans les banlieues américaines, où ça va très très mal, on ne voit pas tellement, je sais pas tellement le profil des gens qui viennent tirer chez leurs camarades de lycée, c'est plutôt des gens des profils d'extrême droite, alors voilà, et pas ni des grands noirs, voilà. Et puis dans votre question, il y a aussi autre chose, c'est quelque part, on a vu aussi parmi les gens qui étaient ultra radicalisés, des gens qui n'étaient même pas d'origine musulmane, ou voire des gens qui étaient très peu socialisés, qui habitaient aussi dans des endroits extrêmement vides, voire des campagnes, hein, et qui d'un seul coup se mettaient à mitonner, en fait, comme on dit en langage jeune, dans leur tête, et devenir, à se radicaliser comme ça. Donc, au niveau de ce désir de mort, de cette haine de soi, de ce qu'un psychanalyste appelait l'espèce de surmusulman, cette pathologie-là, est-ce qu'elle a vraiment un lien spécifique avec la banlieue? Oui, en fait, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que le surmusulman, c'est pas le terroriste maison, etc. Enfin, c'est un peu un briquet. Alors, je vais essayer de... beaucoup de choses. Déjà sur...
Et pourquoi on parle en fait? Sur la question du terroriste maison. Parce que le terroriste maison, pour qu'il puisse aller au bout de son acte, en fait, il faut qu'il y ait des dispositions, des compétences, des ressources. C'est pas du tout un hasard, ça, sur le profil terroriste maison, vous avez le profil dont j'ai parlé, type Amédi Coulibaly, comment dire, parce que, en fait, la vraie question, c'est comment fabriquer les guerriers. Où se sont fabriqués les guerriers? Les guerriers, en France, sur ce profil-là, ils sont fabriqués dans la seconde zone. Je vais juste prendre un exemple pour l'illustrer. Par exemple, on glosse beaucoup sur la taquilla, hein, cette espèce d'idéologie qui permet de garder le secret, etc. Bon, je veux bien, on peut discuter de la notion théologique, de la taquilla chez les chiites et les sunnites, mais enfin, en tant que sociologue, si on regarde, moi je regarde les pratiques, c'est cette capacité à couper des informations, cette capacité à tenir le secret, cette capacité à garder le silence pour préparer un coup, c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que l'acte le plus important de votre vie, qui va être potentiellement le summum ou l'apothéose, enfin tout ce que vous voulez, enfin, mourir et tuer des gens, arriver à tenir et à garder le silence. Si vous regardez tous les apprentis terroristes en fait, qui se font choper, et il y en a beaucoup, beaucoup plus de ceux qui passent là, ils sont tous chopés parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leur bouche, ils n'arrivent pas à la fermer. Hein. Pourquoi ils n'arrivent pas à la fermer? Parce que ça s'apprend. Et ça s'apprend où? Dans la seconde zone. Amédi Coulibaly, je l'explique très longuement dans le livre, il a 15 ans de socialisation en tant que braco, c'est un braco. S'il a tenu 15 ans en tant que braqueur, c'est parce qu'il sait couper les informations, tenir le secret. Le principe même du coup, c'est de ne pas partager les informations en fait, et d'arriver à couper plein d'informations. Et quand on voit la façon dont, juste sur cette question-là par exemple, ces dispositions-là, elles sont acquises quelque part. Et donc là, il y a une filiation du coup très très forte. Alors après, par exemple, l'idée du surmusulman, alors moi c'est ce que j'appelle la conversion, l'idée de vouloir, dans l'effervescence, revendiquer de manière, comment dire, excessive et agressive en fait son islamité. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, et ce qui est grave quand même, c'est qu'on confonde ça avec poser des bombes. En fait, ça n'a rien à voir. Il faut beaucoup moins de dispositions et de qualité pour pouvoir le faire. Ça renvoie à autre chose, ça renvoie à l'idée, à la volonté de vouloir publiquement donner une autre image de soi. Et en fait, si on va même plus loin, parce qu'on dit, bon, c'est tout souvent communautariste, pas du tout. En fait, c'est un acte, ce moment-là, c'est un acte de conversion, et c'est un acte extrêmement en fait, capitaliste et société hyper-individualiste 2.0. En fait, c'est un acte singulariste où je décide moi-même de choisir mon propre rapport à la religiosité, en choisissant mon propre rapport à la religiosité que je bricole. Je m'affirme comme un individu, je m'affirme comme un individu singulier qui est meilleur, dimension rédemption, mais qui est aussi meilleur que les autres. Le surmusulman, je suis meilleur que toi, et très souvent c'est voilà, papa, moi je suis un meilleur musulman que toi. Je veux dire, il n'y a pas plus dans la modalité d'action, plus l'individualisme que ça. Par contre, c'est du spectacle, c'est la société du spectacle. C'est un spectacle. Cette conversion, elle a très peu à voir avec la théologie, parce que c'est un spectacle destiné aux autres. Pourquoi c'est un spectacle aussi? Parce que ce sont des novices. Vous avez tous les individus qui sont dans cette phase que j'appelle les conversions, sont des individus en fait qui ont très peu de connaissances théologiques. Et c'est la raison même pour laquelle ils sont dans le spectacle, parce que, enfin voilà, c'est la fameuse phrase de Coluche, hein, moins on en a, plus on l'étale. Et c'est exactement ça qui se joue. Par contre, dans le cours des vies qui se passent, en fait, c'est très rare de rester dans l'état de la conversion. Parce que c'est extrêmement coûteux de rester dans la conversion. Vous fâchez avec tout le monde toute votre vie, bon courage. Et je montre que le chemin principal, c'est la reconversion, c'est le moment où on quitte. Il y a toujours un moment où on quitte cette phase, en fait, cette phase hyper excessive, en fait, parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Et en fait, ceux qui restent coincés dans la conversion, qu'est-ce qu'ils font? En fait, Amédi Coulibaly, ou le profil terroriste maison, Amédi Coulibaly nous vend le discours de « j'ai changé, je suis Abdou Al-Efrik, je ne suis même plus Amédi ». Mais par contre, quand vous regardez ce qu'il fait, il ne fait que faire ce qu'il a fait depuis 15 ans, et il anoblit même, en fait, d'une certaine manière.
Parce que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est un paradoxe sociologique. C'est-à-dire, quand vous êtes resté pendant 10 ans dans la seconde zone, vous êtes devenu hyper compétent dans plein de domaines très concrets, mais vous ne jouissez pas du prestige social et anthropologique de la compétence, qui est la reconnaissance sociale. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le secret. Et d'une certaine manière, l'attentat, c'est de montrer au monde entier qu'on est capable de le faire. Il y a un truc aussi qui est lié à la virilité, qu'on a les couilles, etc., et qu'on peut aller au casse-pipe, parce que c'est ce qu'on a toujours fait, en fait. Et on va être aussi reconnu pour ce qu'on a fait. Mais il reste dans le... il est coincé, parce que vous ne pouvez pas vivre dans cette logique de conversion. Et la question du départ aussi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je ne peux plus vivre ici. Si je suis comme ça, je ne peux plus vivre ici. Je ne peux plus vivre avec mes parents, parce que, en fait, je me fâche avec tout le monde. En fait, fondamentalement, c'est ça. Mais le geste le plus courant, c'est le deuxième, qui est plus intéressant, et ce que je creuse beaucoup dans le livre, c'est ce moment de la reconversion. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit aussi les leviers, et on voit aussi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Parce que le piège, c'est de prendre le spectacle pour argent comptant. Parce que d'un point de vue, je dirais, purement pédagogique, et de remédiation d'adultes à jeunes, si vous jouez le jeu du spectacle, si vous prenez le spectacle pour argent comptant, vous donnez de l'existence à ce spectacle. Et typiquement, par exemple, le truc, voilà, mais c'est ça les idées de Gilles Kepel, à quoi ça aboutit. Le truc du contre-discours. On a une idéologie, on va faire du contre-discours. On va vous faire des clips pour vous montrer à quel point l'islam, c'est pas bien, etc. Mais il n'y a pas pire. Ça, c'est la meilleure chose pour qu'un jeune qui est séduit comme ça et qui est pris dans un truc complètement exubérant se dise bah oui, mais en fait j'ai raison, regardez. Ils me prennent vraiment pour un débile, parce que je ne sais pas si vous avez regardé les clips, mais c'est quand même infantilisant. On prend vraiment les gens pour ces jeunes-là pour des idiots, quoi. Ils ne sont pas idiots. Ils ont d'autres problèmes à résoudre, mais ils sont tous sauf idiots ou fous. Et donc ça, il faut se le mettre dans la tête. Donc, une fois qu'on a compris que c'était du spectacle, et qu'on le traite comme un spectacle, bah, ok, vas-y, balance-moi le truc. Et après, une fois que tu m'as balancé le truc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle est où ta souffrance? Là, on est dans autre chose. On est dans un dialogue, en fait. Et c'est pas un hasard si les politiques, en fait, bouffent ce spectacle-là. Parce qu'ils ne sont pas dans le dialogue. Ils ne sont pas dans le dialogue parce que le jeu politique, c'est pas le jeu du dialogue, on sait très bien, mais c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que socialement, en fait, ils sont très très loin de tout ça. Donc, bon, ils vont fermer tous les salafistes de France, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le spectacle entre eux, et puis ils vont sortir... c'est pas possible d'entendre ça. Et ça, c'est exactement la rhétorique de Daesh. Daesh, je le dis, je le répète, c'est un imaginaire politique flottant, c'est le jeu du spectacle. Donc soit on prend le spectacle et on fait du contre-spectacle, et là c'est Daesh qui gagne, enfin, je veux dire, symboliquement. Ou soit on contextualise, soit on écoute, soit on entend, et les choses deviennent moins dramatiques. Je vais peut-être finir, voilà, c'est encore un peu de temps, mais je vais parler de Radouane. Je ne veux pas, démoraliser ce garçon qui voulait partir. Bon, quand il me dit qu'il veut partir, il me tient vraiment un discours, le eux, le nous, voilà, les Français contre nous, les musulmans, c'est ça. Hein. D'ailleurs, moi, je suis un peu, je dis, ouais, moi je suis où? Vous, c'est pas pareil. Ouais. Mais en relation décontextualisée. Mais bon, d'accord. Mais il me dit, les Français, mais ça, on l'entend. Vous êtes à Béziers. On connaît le discours de c'est pas. Enfin, moi, j'ai toujours un ami noir. Quoi, hein. C'est un schéma mental très classique. Mais il me tient vraiment ce discours dur, hein, et puis très dur pour moi à entendre. Nous, je suis prêt à mourir, à faire la guerre, etc. Bon, épreuve de la contextualisation. Un an et demi après, il va faire le Hajj. Il va faire le pèlerinage à la Mecque. Un des piliers de l'islam, un moment très très important, central dans sa vie. Voilà, il va faire le pèlerinage. Il revient du pèlerinage et quelques jours après, je vais le voir, on discute et je veux qu'il me raconte cette expérience-là. Et puis en revenant du Hajj, alors il m'assied une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ah ouais, c'est super, mais oh là là. Alors il a fait le Hajj avec des jeunes Français qui n'étaient pas des copains à lui, mais il y a des agences de voyage organisées qui existent, etc.
dire, ah, bon, on est resté entre Français, hein, parce que les autres, c'est pas possible. Hein. Nous, les Français, on est hyper bien éduqués, on est civilisés. Les autres, ils crachent, c'était dégueulasse. Alors, par exemple, il y a ce moment très important où tout le monde est sur le Mont Miana et tout le monde est un peu les uns sur les autres. Et puis il dit, ouais, ben, voyez, les Indiens, alors je ne sais même pas si c'était des Indiens, mais il les a perçus comme des Indiens. Ils crachent par terre, c'est dégueulasse. Nous, on ne crache pas par terre. En France, on est civilisés. Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il a fait l'épreuve de la contextualisation. Alors là, il revient avec un discours qui est bon, calme-toi. Et là, il me fait nous les Français contre. Mais bon, là, c'était les Français musulmans, mais voilà, en fait, qu'est-ce qu'il fait comme expérience très simple? C'est-à-dire qu'en allant à l'étranger, en étant confronté à la différence, ben, il se rend à quel point finalement, oui, il est très français. C'est-à-dire que. Mais ça, c'est des choses que tous les jeunes que je connais qui ont voyagé, qui viennent de citer, ils font tous cette expérience-là, parce qu'en fait, leur problème, c'est pas qu'ils ne soient pas français, comme le dit. Youssef, le problème c'est qu'ils ne sont pas français. Pareil, ne pas se sentir français, c'est se sentir français, mais ne pas se sentir français dans le regard des autres Français qui ont l'air plus français que vous, Français. Mais une fois que vous partez à l'étranger, vous faites une autre expérience, parce qu'en fait, vous êtes vu par des Allemands, ou des Suédois, et tous les jeunes, notamment qui partent en Erasmus, me disent à quel point finalement, bah oui, je vais en Allemagne, je suis la seule personne à traverser quand le feu est rouge, par exemple. Bah, ça, c'est un truc de français un peu quand même. Donc voilà, et c'est ça la contextualisation. Et c'est quand même terrible, je terminerai peut-être là-dessus, maintenant, on gobe cette histoire que c'est Daesh qui nous explique qui sont nos enfants. Parce que fondamentalement, c'est ça, on en est arrivé là. C'est-à-dire que finalement, ces garçons sont si éloignés des gens qui ont la parole, en fait, dans une société, qu'on ne les connaît plus. Et donc, vous avez des gens qui sont à des dizaines et des centaines de milliers de kilomètres, qui nous expliquent qui ils sont, qui leur expliquent qui vraiment ils sont, et on le gobe. Ça, c'est les conséquences ultimes, en fait. Bon, c'est des questions qui sont complexes, hein, mais donc l'enjeu est là. Donc, soit on accepte, ce sont nos enfants, et que peut-être qu'il y a un dialogue à rétablir. Soit on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, on va dans le mur. On va dans le mur parce qu'il y a des centaines et des milliers de bombes humaines potentielles à retardement. Et quand je dis ça, je ne sais pas pour dramatiser. On peut les désamorcer, hein. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et pour refaire la comparaison avec les États-Unis, c'est pas tout à fait pareil pour deux raisons. Déjà, l'idée de faire de la religion pour être dans le contre-spectacle, ça marche pas aux États-Unis. C'est un pays hyper religieux, donc c'est pas si vous dites, en France, si vous dites je suis musulman, je suis religieux, bon, dans un pays laïque, ça froisse un peu. Aux États-Unis, le président il jure sur la Bible, donc vous sortez votre Coran, c'est pas ça qui fait bondir les gens. Il y a déjà cette dimension-là, mais il y a une autre dimension-là que cette question de la seconde zone et du fait qu'on est quand même des masses de jeunes qui n'ont pas d'avenir à part courir vers sa propre mort pour aussi subvenir à se règle dans la rue et dans le sang. Enfin, je veux dire, le taux d'homicide aux États-Unis par balle, enfin, vous regardez les taux, regardez les taux sur Internet, hein, c'est de l'ordre de certaines zones de guerre. Donc voilà, le problème, il se règle comme ça. Il se règle aussi comme ça en France, on le voit, enfin, dans des proportions moindres, mais quand même. On parle beaucoup des attentats, parce que justement, d'un seul coup, il y a une relation qui est faite avec l'extérieur, d'une certaine manière. Mais avant de parler des attentats, on ne parle jamais de ces jeunes qui s'entretuent aussi en France. Et ça existe, et à Grigny, j'en connais malheureusement trop. Mais ces morts-là, elles n'ont aucune valeur politique. Aucune valeur politique, mais c'est aussi ces morts-là qu'il faut traiter. Ce qui est surprenant, et je dis ça sans dire, voilà, il faut le répéter, comprendre n'est pas excusé, etc. Il faut être très clair sur tout ça. Voilà, quand on a un attentat, quelques jours, tout ça c'est terrible, et tout de suite on a une cellule psychologique qui est mise en place, et c'est très bien. C'est très très bien. Il y a 8 mois, j'étais à Grigny, il y a un jeune qui a fait 2 frères, tout le monde se connaît,
tous les garçons qui sont dans le livre, ils se connaissaient tous les uns les autres, sauf qu'il y en a qui connaissent le père du tueur, d'autres le tueur, d'autres Adama, qui était hyper copain avec les deux frères qui sont morts, etc. Il n'y a pas une cellule psychologique qui vient traiter tout ça. Enfin, ça laisse des conséquences énormes, un événement comme ça. C'est énorme. Et dans le livre aussi, je fais la généalogie, enfin, on parle de la mort, etc. Si on fait l'histoire de Grigny, il y a toute une généalogie. Il y a un moment très important dans les années 90 où chez les jeunes, il y a une expédition punitive qui se met en place. C'est un moment où ça bascule. C'est la première fois où il y a un gars d'une cité voisine qui est tué par un type de Grigny. Et cette affaire n'a absolument pas traité. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se banalise. Il y a cette idée qui émerge que peut-être c'est possible de régler les problèmes dans le combat jusqu'à ce qu'ils soient potentiellement mortels. Pourquoi, en fait, à ce moment-là, on n'a pas traité cette question-là comme on aurait dû la traiter avec des professionnels, avec... tout ça, ça remonte, ça va forcément remonter. Donc, je pense qu'il faut entendre tout ça. Et peut-être se dire que ce qui se joue en ce moment, écoutez ça. Parce que si on ne le fait pas, c'est là. Je pense qu'on va finir ici. Merci beaucoup. Merci. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.